Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et là je m'adresse plus spécialement aux Parisiens, mais cela concerne aussi tous les provinciaux et aussi tous les étrangers actuellement dans la capitale. Je ne sais donc si vous l'avez remarqué, mais depuis ce matin flotte sur la capitale, sur Paris, un petit air de fête. Pourtant, le temps reste maussade et la seule satisfaction en ce domaine vient simplement du fait qu'il ne pleut pas. Pourtant aussi, le débat politique ou bien économique ne pousse pas à l'enthousiasme. Alors, serait-ce l'été qui aurait ainsi changé notre état d'esprit? En tout cas, il suffisait de se promener aujourd'hui dans Paris, du parc Montsouris au but de Chaumont, ou bien de l'Étoile à la République par le Trocadéro, pour se dire que décidément, la fête était présente. Aujourd'hui, 800 musiciens ont ainsi donné l'aubade aux Parisiens et aux touristes. Demain, ces concerts auront à nouveau lieu, avant un grand final, demain soir, sur la place de la Concorde, avec tous les orchestres, ou presque tous, des régiments français. Des uniformes que l'on n'a pas tellement l'habitude de voir. Et puis, pour les Français qui aiment la musique, et ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le dit parfois, la fête ce soir, c'est Antenne 2 qui l'offre. Dans quelques minutes, le grand rideau rouge de l'opéra va se lever. Dans la salle, il y aura moins de 2000 personnes. Sur la scène, des chanteuses et des chanteurs, quelques-unes des plus belles voix du monde. Et dans la fosse, 130 musiciens formant l'un des orchestres les plus connus au monde. Au programme, ce soir de l'opéra et d'Antenne 2, donc, Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss, avec, nous l'espérons, 4 ou 5 millions de téléspectateurs. Autant dire qu'il s'agit là d'un événement artistique considérable, car en une seule soirée, 5 millions de Français vont pénétrer dans le Palais Garnier, réservé il y a quelques mois seulement aux fanatiques ou bien aux privilégiés. Patrice Denussac, en ce moment même, est sur les marches de l'opéra. Eh bien oui, l'art lyrique n'est pas réservé aux seuls mélomanes, à une petite catégorie de privilégiés. Certes, entrer à l'opéra ici, c'est encore un luxe. Ce soir, les places sont autour de 200 francs. Mais comme vous le disiez, peut-être 5 millions de Français vont pénétrer ce soir à l'opéra grâce à Antenne 2. Nous vous présentons donc, tout de suite après le journal, Le Chevalier à la Rose. Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss. Et je peux dire que c'est une œuvre que tout le monde peut regarder car elle est très accessible. Elle est tout simplement belle à voir et à entendre, car Richard Strauss est revenu là, après Elektra, qui était une œuvre un peu plus difficile, un peu plus austère et violente, à une sorte de tradition viennoise, où une mélancolie se teinte de gaieté, même de charme. Alors, vous disiez quelques-unes des plus belles voix du monde, c'est exact. Nous avons ici ce soir une très brillante distribution avec Christa Ludwig notamment, et aussi une révélation, une voix dont on parle beaucoup actuellement, qui est celle de Tatiana Troyanos. Voilà, des noms qui ne sont pas très faciles à prononcer, Patrice Denussac, et vous l'avez remarqué, il y a également beaucoup de spectateurs qui se précipitent en ce moment vers l'opéra et qui même passaient, non pas devant, mais derrière Patrice Denussac. L'Église en crise, on en parle depuis plusieurs mois maintenant, mais il semble bien que les prochains jours vont être déterminants en ce domaine. Monseigneur Lefebvre, en dépit en effet des dernières mises en garde papales, semble vouloir poursuivre son action. La semaine prochaine, 14 séminaristes devraient être ordonnés prêtres à Écône. Or, Monseigneur Lefebvre est actuellement suspendu à divinis par le Vatican, c'est-à-dire qu'il ne peut plus donner de sacrement ou bien ordonner de prêtre. Alors, que peut-il se passer? Eh bien, le père Liéger, doyen de la faculté de théologie de Paris, ne voit que 3 issues à ce conflit si Monseigneur Lefebvre campe sur ses positions. Alors cette situation nouvelle, elle peut prendre 3 formes, soit simplement la forme d'un constat, à savoir, vous avez vous-même créé une situation nouvelle, et il faut que toute la chrétienté catholique sache que vous vous êtes mis effectivement en dehors de la communauté des chrétiens par votre décision. Mais dans cette première solution, il n'y aurait pas de procédure proprement canonique. Une deuxième possibilité, alors c'est l'excommunication prononcée selon les règles canoniques qui sont extrêmement précises, en attendant un amendement et un changement d'attitude de la part de Monseigneur Lefebvre, car l'excommunication est toujours en vue d'un amendement et d'un retour. Oui. Hein? Ça n'est pas une peine définitive. Mais il pourrait y avoir, personne n'en a parlé, à ce qu'il me semble de façon un peu ample jusqu'à maintenant,
la reconduction de Monseigneur Lefebvre à l'état laïque. C'est-à-dire, Monseigneur Lefebvre ne serait pas excommunié, il resterait membre de la communauté chrétienne comme laïque, mais ainsi que ça se passe pour un certain nombre de prêtres, il serait privé de façon durable et quasi définitive de tout droit à exercer un ministère épiscopal. Nous en saurons peut-être un peu plus demain, puisque dès demain, Monseigneur Lefebvre a l'intention d'ordonner prêtre un séminariste français. Cela se passera à Flavigny, en France. La politique, le calendrier de ce week-end est encore bien chargé. Ainsi, demain, M. Jacques Chirac réunit le comité central du RPR. Ce sera peut-être l'occasion de revenir plus en détail sur l'invitation faite par M. Chirac aux responsables des autres partis politiques de la majorité de se réunir le 10 juillet prochain. Aujourd'hui, le parti républicain, les anciens républicains indépendants, et le CDS de M. Jean Le Canuet tenaient réunion, mais chacun de leur côté. Au nom du parti républicain, M. Jean-Pierre Soisson a relancé l'idée d'un regroupement des forces centristes avant de se prononcer sur l'invitation faite aux autres partis de la majorité par M. Chirac. Je suis d'accord pour ce que j'ai moi-même proposé. Depuis mon élection de Fréjus, je n'ai cessé de rechercher l'entente entre les formations de la majorité. Et à la fin du mois dernier, j'ai écrit en ce sens aux dirigeants de toutes les formations de la majorité en leur proposant que nous puissions nous rencontrer afin d'établir un véritable accord de majorité. Certains m'ont répondu. Nous avons commencé une coopération naturelle entre des formations qui sont très proches les unes des autres, le Parti républicain, le Centre démocrate sociaux et le Parti radical, par exemple. Et des groupes de travail se sont constitués. Cette coopération n'exclut bien évidemment aucune formation, et elle est conforme à l'esprit qui nous anime d'un véritable accord de majorité. Alors je souhaite que nous puissions tous nous rencontrer, maintenant que toutes les formations sont, je pense, tombées d'accord sur cette rencontre, et que nous puissions définir quelque chose qui rassemble et qui mobilise les Français. Eh bien, vous le voyez, le dégel s'accélère au sein de la majorité. Chacun fait très attention de ne plus écraser les orteils de son voisin, et tout le monde réclame la paternité de cette réunion au sommet. Alors, M. Soisson a donné avec beaucoup de précautions oratoires la clé de cette course de vitesse à l'amabilité qui se déroule entre M. Chirac et les autres leaders de la majorité. Eh bien, sans le crier comme autrefois sur tous les toits, les chefs des formations non gaullistes ont construit un front commun et leurs travaux avancent avec un bon train, une bonne allure. Depuis un mois, en effet, messieurs Barrot, Soisson et Jean-Jacques Servan-Schreiber choisissent le candidat unique qu'ils mettront dans chaque circonscription, et ils préparent même une charte commune. C'est la raison pour laquelle M. Chirac a précipité une réunion au sommet qu'il ne prévoyait, semble-t-il, que pour le mois de septembre. Alors, M. Chirac va-t-il modifier sa stratégie? Eh bien, nous le saurons peut-être le 10 juillet. Justement, M. Barrot, qui allez-vous suivre dans cette campagne électorale? M. Chirac, M. Soisson, M. Barre ou bien M. Barrot tout simplement? Nous sommes CDS d'abord, mais il est évident que nous sommes attachés à l'unité de la majorité et que cette unité de la majorité, nous sommes en train, je crois, d'essayer de la construire. Et voilà qu'il y a du nouveau aujourd'hui, comme vous le voyez, et c'est pour nous réjouir. Alors, dites-moi, M. Chirac vous a un peu pris de vitesse, là. Il apparaît comme le principal animateur de la majorité. Il vous a un peu coupé l'herbe sous les pieds, M. Barrot. L'herbe sous les pieds, c'est nous qui avions aussi parlé de cette rencontre nécessaire, rencontre entre tous les responsables de la majorité, cette rencontre nécessaire. Alors, vous disiez tout à l'heure, on se dispute la paternité. Moi, je dirais, le problème, ce n'est pas la paternité, ce sont les résultats de cette rencontre qui comptent pour le CDS. Alors, à cette réunion, pour laquelle nous pourrions peut-être proposer nos locaux, le CDS est un peu un trait d'union, eh bien, nous apporterons des propositions. Car ce qui compte, c'est que ce travail pour l'unité de la majorité aboutisse à de véritables accords sur un certain nombre de projets communs. La majorité n'a pas uniquement en commun son refus du programme commun, son refus de l'alliance socialo-communiste, elle porte aussi des espérances, elle doit en porter. Par conséquent, il faudra faire un travail de mise en commun de ces projets et sans doute aller même au-delà d'un préambule vers un certain programme, vers un tronc commun, chaque formation apportant bien sûr son originalité. Et puis il faudra aussi définir une stratégie d'union qui ne veut pas dire automatiquement l'unité de candidature, qui peut être là des primaires, là une candidature unique.
C'est tout ce travail maintenant qu'il va falloir mener avec sérieux, avec méthode, et le CDS fera des propositions dans cette discussion. Oui, vous vous rencontrez beaucoup depuis quelque temps dans Paris. Vous courez tous un petit peu aux quatre coins de Paris. On nous a assez reproché de ne pas le faire. Alors vous, Monsieur Barrot, vous avez rencontré Monsieur Soissons, Monsieur Le Canuet a déjeuné avec Monsieur Chirac, Monsieur Soissons va prochainement dîner à nouveau aussi avec Monsieur Chirac, et Monsieur Jean-Jacques Servan-Schreiber. Est-ce qu'il rencontrera Monsieur Chirac? Eh bien, je puis dire que nous, pour le CDS, nous avons rencontré Jean-Jacques Servan-Schreiber, et que lorsqu'on part de l'unité de la majorité, on ne va pas commencer à penser qu'il y aura des exclusives. Par conséquent, je pense que nous allons, dans les jours qui viennent, arriver à cette réunion en commun, et comme le disait Jean-Pierre Soissons tout à l'heure, une réunion qui mobilise tous les Français qui ne nous pardonnent pas les divisions, parce qu'ils attendent de nous une union sur laquelle se grefferont les engagements de beaucoup de Français qui ne font pas de politique en temps ordinaire et qui aujourd'hui veulent participer à cette grande explication contre le programme commun. Monsieur Barrot, je vous remercie d'être venu ce soir dans les studios d'Antenne 2. Et puis en marge de cette actualité politique, une lettre signée de Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, cette lettre, vous la voyez assez mal. Il faut dire qu'elle est écrite avec une simple machine à écrire et que donc ce n'est pas fait pour être vu à la télévision. Cette lettre, en tout cas, est adressée à Madame Pelletier, chargée par le président de la République d'accomplir une mission d'étude sur les problèmes de la drogue. Monsieur Giscard d'Estaing fixe à Madame Pelletier 4 grands objectifs: déterminer l'ampleur des problèmes et l'inventaire des moyens utilisés pour le combattre, améliorer l'action préventive, amplifier l'action curative et enfin proposer toutes les mesures juridiques et administratives propres à renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic de drogue. Madame Pelletier devra remettre au Premier ministre, Monsieur Barre, les conclusions de son rapport avant le 31 décembre de cette année. Le maréchal Amin Dada a bel et bien déjoué un complot dirigé contre lui la semaine dernière. Vous vous en souvenez peut-être, le bruit de la disparition du chef de l'État ougandais avait même couru. Eh bien, en réalité, le maréchal Amin, mis au courant de la tentative de putsch avant le déclenchement de l'opération, est tout simplement passé à l'attaque le premier à la tête des troupes qui restaient loyales. La bataille a duré plusieurs heures, dit-on, et les victimes seraient très nombreuses. À moins de 1000 km à l'est de l'Ouganda se trouve un pays dont on parle assez peu et où les journalistes, il est vrai, vont rarement. Il s'agit de la Somalie. Dans 48 heures, vous le savez, Djibouti, le territoire français des Afar et des Issa, accédera à l'indépendance. Une indépendance qui suscite bien des convoitises. Alors, au lendemain de cette indépendance, on peut se demander quelle sera justement l'attitude du régime de Mogadiscio, soutenu par les soviétiques, mais aussi parfois tenté par les dollars de l'Arabie saoudite. Après Aden et le Bab el-Mandeb, je vous propose donc de suivre Gérard Sebag et Pierre Moscovici en Somalie. Quand on est pauvre, l'amitié socialiste peut-elle résister aux promesses de l'argent? C'est l'histoire en une phrase de la Somalie. L'un des rares pays de cette région à avoir une stabilité politique depuis que le président Siad Barre a pris le pouvoir il y a 8 ans. Il a imposé le socialisme scientifique, dont l'une des illustrations est ce genre de manifestation populaire, mais à la mode africaine. En 1969, l'Union soviétique, qui commence sa pénétration dans l'océan Indien, est le seul pays à s'intéresser à cette petite république. Pendant des années, l'Union soviétique soutient le président Siad Barre. Avec l'aide économique, les conseillers militaires soviétiques affluent, plus de 2000 pour encadrer l'armée. Quant à la flotte soviétique, qui croise dans l'océan Indien, elle va profiter des facilités portuaires de Berbera. Inquiète et désireuse de chasser les communistes de cette région et de faire de la mer Rouge un lac arabe, avec ses pétrodollars, l'Arabie saoudite essaie de séduire la Somalie. Pays de nomades, la Somalie a besoin de beaucoup d'argent pour réussir son décollage économique. Si ces tentatives ont pu ébranler la ferveur socialiste de certains dirigeants, d'autres ne veulent pas tourner le dos à l'Union soviétique, notamment les militaires et les dirigeants du parti. L'Union soviétique a nous offert beaucoup d'aide pour nous développer, c'est-à-dire une aide économique, une aide technique, une aide culturelle, qui constitue des éléments nécessaires pour le développement de la Somalie. Et alors les relations entre la Somalie et l'Union soviétique sont très bien,
nous les considérons vraiment indispensables pour le développement de la Somalie. C'est-à-dire que vous parliez de tous ces développements, mais vous avez oublié aussi l'aide militaire que l'Union soviétique vous accorde. Non, je ne l'ai pas oublié. Je considère que l'aide militaire soit seulement un élément avec lequel on défend le développement. On assiste véritablement actuellement à un rapprochement de votre pays avec l'Arabie saoudite. Est-ce que ça a une signification politique? Il y a toujours la possibilité de renouveler les relations qui étaient existantes auparavant. C'est ça seulement. Parce que l'idéologie, n'est-ce pas, de l'Arabie saoudite étant très proche des Américains, on avait pu penser qu'il y aurait de votre part une nouvelle direction. Non, ce sont seulement des spéculations. Cette dualité entre l'Union soviétique et l'Arabie a déjà un premier symbole, la voie de l'islam face aux navires russes dans le port de Mogadiscio. Cette mosquée est un cadeau de l'Arabie saoudite. Toujours acclamé et populaire, Siad Barre tente un léger lâchage de l'Union soviétique au profit de l'Arabie. Mais pourra-t-il aller plus loin? Est-il à l'abri d'un coup d'État des pro-soviétiques? Conjoncture favorable pour l'Arabie, l'aide actuelle de l'Union soviétique à l'Éthiopie, ennemi héréditaire de la Somalie. Always, everywhere. Encore cette histoire de base. Vous donnez des bases. Mais comment donner des bases si personne ne nous en demande? Il n'y a aucun mystère. C'est vrai que nous accordons des facilités à l'Union soviétique. C'est vrai, il y a des navires soviétiques parce qu'ils viennent amicalement et nous le demandent. Le mois prochain, des bateaux soviétiques doivent arriver. Pourquoi pas? Je le dis tout net, tout pays qui veut venir en ami et non pas en dominateur est le bienvenu et nous lui accorderons les mêmes facilités. Mais s'il vient avec des pressions, nous disons non, que l'on nous laisse pauvres mais libres. Avertissement pour les Occidentaux, mais aussi pour l'Union soviétique. Le président Siad Barre est cependant dans une situation difficile. Le lâchage de l'Union soviétique et le départ des conseillers laisseraient son armée toute seule face à l'Éthiopie. Dure réalité de l'hypocrisie des grandes puissances pour un pays pauvre qui essaie de s'arracher au sous-développement. Demain, dernier volet de cette enquête sur la corne de l'Afrique, Aden, la République du Sud-Yémen, le pays de la révolution pure et dure. Dans l'actualité de cette journée, j'ai aussi relevé un certain nombre d'informations, disons surprenantes ou bien insolites. La plus insolite, en tout cas, intéressera les mélomanes. Monsieur Edward Heath, l'ancien Premier ministre britannique, effectuera en septembre un voyage en Égypte. Si vous croyez que la politique joue un rôle dans cette affaire, vous vous trompez. Le 5 septembre, au Caire, Monsieur Edward Heath dirigera tout simplement l'orchestre symphonique du Caire. Le programme n'est pas encore communiqué. La plus importante de ces informations est pour les amateurs de champignons. Une veste de loup pesant 11 kg a été trouvée en URSS. Le chapeau de ce champignon dépasse à 1,5 m, de belles omelettes en perspective. Et puis, pour tous ceux qui s'intéressent à la psychologie, une étude intéressante, ce que l'on appelle les phobies. Une femme écrivain britannique, mademoiselle Joy Melville, en effet dans un récent ouvrage répertorié 241 phobies. Cela va de la crainte de la lumière, cela s'appelle la photophobie, au dégoût des bouts de ficelle, la linonophobie. Et puis, si lundi matin vous n'avez pas envie d'aller travailler, vous pourrez toujours dire à votre chef de service que vous souffrez d'éragasiophobie, en clair, que vous avez une peur morbide du travail. Je vous propose de redevenir un peu plus sérieux. Vous le savez, tout au long de cette semaine, tout au moins au début de la semaine, M. Léonid Brejnev était en visite officielle en France. Et à l'occasion de cette visite, Antenne 2 a effectué un certain nombre de reportages en Union soviétique. Eh bien, ce soir, c'est l'un de ces reportages que je vous propose, mais un reportage qui n'était pas au départ prévu. En effet, un homme est revenu sur les lieux de son enfance 50 ans après. Il n'est pas question de politique ou d'économie, il n'est pas question d'applaudir l'actuel régime de l'Union soviétique ou de le critiquer, mais pour cet homme, et donc pour nous, d'aller simplement à la recherche des souvenirs, à la recherche du temps passé. Je ne peux pas dire que je reconnais le lieu où je me trouve actuellement. Il me faudrait remonter à la source, ça veut dire me trouver sur le boulevard où j'habitais pendant 2 ans, avant mon départ de Moscou, en 1921. Et là,
il paraît que peu de choses ont changé. Et je vais me trouver dans l'ambiance même que j'ai quittée, voilà, il y a plus d'un demi-siècle. Oui, oui. Ça doit être bien ça. C'est le jardin. Il faut que je pénètre pour voir un peu plus clair. Je crois que c'est ça. Il faut que je fasse le tour de ce bâtiment qui était blanc, mais qui se présente exactement comme ça dans mon esprit. Mais je vais voir s'il y a une cour derrière qui donne accès à la grande maison derrière où nous avons habité. À mon avis, c'est ça. Voilà, il me semble que c'était bien ça. Et nous, on élevait de la faim ici. On vient de chercher de l'herbe dans ce jardin qui n'était pas en terre battue comme maintenant, mais très verdoyant. Mais devant, le jardin n'était que pavé, n'est-ce pas? Ça a été transformé depuis. Mais sinon, c'est exactement le coin que je connais. Et évidemment, toute cette transformation me surprend peu. C'est normal que ça soit transformé. Ici, nous sommes devant la galerie la plus ancienne de Moscou, la plus célèbre, qui concerne surtout l'art russe, jusqu'au temps moderne. Et voyez-vous, je l'ai visité à l'âge de 10 ans, je ne dirais pas une centaine de fois, mais pas loin. Je connaissais les salles une par une, et maintenant je vais avoir la joie de retrouver des amis que j'ai laissés depuis un bon nombre d'années, mais qui, eux, n'ont pas changé. La prime jeunesse jusqu'à 7 ans s'est passée à Leningrad. Et pour moi, c'est ma ville natale, bien que né à Moscou à 3 mois d'âge, je me trouvais ici. Et en somme, c'est ici où je respire l'air de ma patrie. C'est très émouvant tout de même, parce qu'un demi-siècle passé, beaucoup de changements sont intervenus, mais la ville elle-même n'a pas tellement changé. Je vois ce port pour la première fois de ma vie de si près. Les grands bateaux représentaient pour moi un rêve constant, puisqu'en me penchant par la fenêtre, je voyais toujours un mouvement. Les bateaux arrivaient, partaient, les grues bougeaient, et je voyais toute la vie devant moi, et cet appel du large était très perceptible et berçait beaucoup de nos rêves. Et oui, le retour dans le pays natal, 50 ans après. Autant vous le dire tout de suite, le temps ne sera pas favorable au bain de soleil demain, à l'exception du bassin méditerranéen. Ailleurs, le soleil alternera avec des nuages, avec même un peu de pluie sur l'Aquitaine et des menaces d'orage sur le Massif central, les Alpes, le Jura et les Vosges. Des pluies sur l'Aquitaine donc, mais en revanche de très belles plages. Aujourd'hui, dans notre enquête sur la propreté des plages, je vous propose en effet de jeter un œil sur la côte atlantique à partir de Soulac, près du bec d'Anvers donc, jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, tout au sud, près de la frontière espagnole. Eh bien, sur toutes ces plages, il n'y a aucun problème. L'eau sera en effet, à défaut peut-être d'être très chaude, de bonne ou bien de très bonne qualité. Attention toutefois, ce critère de salubrité ne porte pas sur les lacs à l'intérieur de la côte landaise. Des contrôles, cependant, seront effectués sur la propreté de l'eau de tous ces petits lacs. Et l'eau est très bonne également dans le bassin d'Arcachon. Enfin, puisque nous avons commencé ce journal en musique, je vous propose de le terminer de la même manière avec un disque qui vient de sortir et qui aura, j'en suis absolument certain, un grand succès. Raymond Poulidor vient en effet d'enregistrer son premier 33 tours en compagnie d'Yvette Horner. Je vous laisse admirer la pochette où l'on voit Raymond Poulidor sur son vélo. On ne le voit pas, hélas, le micro à la main et l'orchestre derrière. Alors, titre de ce disque, Poulidor raconte Poulidor. Je vous souhaite de passer bien sûr une très bonne soirée avec Antenne 2 et l'Opéra de Paris. Et en attendant, bien, je vous propose d'écouter une petite minute de ce disque, Poulidor raconte Poulidor. Bonsoir, à demain.
carrière et il fallait quitter l'école à 14 ans et on n'avait pas les facilités pour, disons, continuer ses études comme à l'heure actuelle. Et certainement, s'il y avait eu ces facilités qu'il y a à l'heure actuelle, peut-être que je ne serais pas, 10 ans, devenu coureur cycliste professionnel, car j'aimais beaucoup l'école, c'était ma grande passion. Je me souviens notamment, lorsque j'ai passé mon certificat d'études, le lendemain, je suis revenu à l'école comme d'habitude et mon instituteur m'a fait comprendre que c'était plus possible. Vous savez, ce sont disons, des souvenirs de gosse que je n'oublie pas et je voudrais presque recommencer.